Bonjour et bienvenue sur le webinaire CIR, les dernières évolutions du dispositif et spécificités des acteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la cosmétique et du bien-être. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Hemming et j'ai le plaisir d'administrer le webinaire de ce jour. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous dédierons une dizaine de minutes à toutes vos questions. D'ailleurs, vous pouvez poser toutes vos questions dans le module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Ce webinaire est en partenariat avec le pôle Terralia Pass et sera animé par Sam Hang, qui est consultant expert fiscalité de la recherche. Bonjour Sam. Bonjour. Ainsi que Gwenaëlle Gilbert, qui est donc project leader et docteur en biologie. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Bonjour à tous. Nous accueillons également aujourd'hui Annabelle Payen, responsable innovation au pôle Terralia Pass. Bonjour Annabelle. Bonjour, je suis ravie de vous voir réunis aujourd'hui pour ce webinaire. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à vos questions, adhérentes du pôle, les questions que vous posez fréquemment dans le cadre de vos projets d'innovation autour de l'éligibilité de certaines dépenses pour le CIR, et notamment ce qui concerne les prestations externes, parce qu'on a souvent des questions autour de ces cas-là. Dans le cadre de notre collaboration privilégiée avec le cabinet Hemming, Terralia Pass a demandé aux experts d'Hemming du Crédit Impôt Recherche de vous proposer un focus sur les spécificités du CIR qui nous concernent dans nos secteurs d'activité et les particularités liées à vos projets. Donc, j'espère que ce webinaire va vous apporter un peu plus de clarté sur ces questions-là, sachant que les experts d'Hemming seront à votre disposition par la suite. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous mette en relation avec eux. Je vous laisse la main, Gwenaëlle et Sam Lang. Merci. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette introduction. Alors, voici le sommaire du webinaire que nous allons dérouler ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, on va repréciser quelques éléments de contexte sur le crédit d'impôt recherche et un rappel des parties prenantes de ce dispositif qui est tout à fait singulier. Ensuite, nous verrons des points d'attention actuels que l'on rencontre dans les contrôles fiscaux que l'on gère, et notamment des points d'évolution qui apportent une définition beaucoup plus précise de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Nous verrons ensuite comment ces évolutions s'impliquent sur vos secteurs d'activité. Donc, on a segmenté en trois pôles, on va dire, la production des extraits, la mise en œuvre de ces extraits végétaux et ensuite les implications qu'on peut avoir sur les projets d'études d'effets santé des extraits. Donc, on verra quelques exemples de projets, on vous fera participer et puis on vous donnera des éléments théoriques pour affiner et travailler les notions d'éligibilité des projets et des dépenses. Après une rapide conclusion, on gardera un temps de questions-réponses. Tout d'abord, les contextes et parties prenantes du dispositif. Donc, pour comprendre le contexte du crédit d'impôt recherche, on peut s'intéresser à deux chiffres. Le premier, c'est le budget du CIR en 2019. C'est 6,2 milliards d'euros. C'est la première dépense fiscale de l'État depuis la suppression du CICE en 2019. Le deuxième, c'est qu'il y a 25 597 déclarants, ce qui fait un nombre conséquent d'entreprises qui bénéficient de ce dispositif. Face à ces deux chiffres, on peut distinguer quatre phénomènes. Le premier, c'est la volonté de déterminer l'efficacité du dispositif. En cela, la CNEPI, la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation, a rendu un rapport basé sur 4 études confiées auprès de laboratoires de recherche pour analyser la pertinence, l'efficacité du dispositif. La conclusion, c'est que ces 4 études s'accordent sur l'impact positif du crédit d'impôt recherche sur les investissements en R&D des entreprises. Le deuxième point, c'est sur la pérennité du dispositif. On peut voir au travers de la loi de finances 2020, la volonté du gouvernement à toujours sanctuariser le dispositif du crédit d'impôt recherche, mais avec un rabotage de certaines dépenses éligibles. Le troisième point, c'est les contrôles. C'est vrai que lorsqu'il y a un contrôle fiscal, souvent le crédit d'impôt recherche est vérifié. Ce qui donne au global à peu près 1000 contrôles fiscaux par an qui donnent lieu à une rectification pour un montant total de 200 millions d'euros. Ceci peut être rapproché aux 6,2 milliards d'euros de budget sur le CIR. Et enfin, en termes de justification, on peut voir qu'il y a une évolution constante des exigences qu'il faudra produire pour justifier le montant du crédit d'impôt recherche.
On peut faire un petit focus sur comment est contrôlé le crédit d'impôt recherche. Alors, suite à la déclaration du crédit d'impôt recherche, il faut veiller à recueillir tous les justificatifs en vue de faire face à un éventuel contrôle qui peut être fait par les finances publiques ou bien le ministère de la Recherche, notamment pour analyser l'éligibilité des travaux effectués. Si jamais, lors du contrôle d'entreprise, on rencontre des difficultés, il y a des recours possibles. Il y a le comité consultatif du CIR ou la médiation. Mais en amont de la déclaration, il est possible également de faire appel à un rescrit pour avoir une position formelle de l'administration sur l'éligibilité des travaux. Après ce volet de contexte général, nous allons maintenant vous présenter des précisions qui ont été apportées soit par l'administration, soit par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'on appellera communément MESRI par la suite sur la présentation qu'on va vous faire. Et tous ces éléments viennent affiner la notion de R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Ces précisions portent principalement sur 3 items. Tout d'abord, qu'est-ce que l'innovation versus la recherche, notamment avec la mise en place et le développement du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation. Ensuite, les évolutions des critères d'éligibilité du crédit d'impôt recherche. Qu'est-ce qu'un projet de R&D versus une opération de recherche de R&D et comment on identifie l'un par rapport à l'autre. Et enfin, comment est-ce que tout ça peut s'appliquer sur les prestations sous-traitées et notamment, qu'est-ce qu'une prestation externalisée éligible au titre du crédit d'impôt recherche? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'innovation versus la recherche? La mise en place du crédit d'impôt innovation, il y a maintenant quelques années, nous permet de définir une innovation au sens du crédit d'impôt comme étant la conception de prototypes et d'installations pilotes de produits nouveaux et innovants. Ce périmètre est très très large et à l'intérieur, ça englobe les projets de recherche et de développement qui, eux, visent à étudier un problème scientifique et technique et à le résoudre par une démarche expérimentale et scientifique. On a donc une notion par rapport à l'innovation de risque d'échec accru sur ce type de projet-là et avec des incertitudes qui sont beaucoup plus fortes par rapport à l'innovation. Au sein des projets de R&D, on va retrouver les opérations de recherche et de développement qui, elles, visent à répondre à une question scientifique et technique et à lever une difficulté rencontrée dans le cadre du projet. C'est là qu'apparaît la notion de verrou. Autrement dit, ce découpage nous montre que ce n'est pas parce que votre projet de R&D est éligible que l'ensemble des phases qui le constituent le seront. Alors pour le contribuable, ce qui va être important de faire par rapport à ces définitions, c'est de réaliser une analyse critique et détaillée des verrous et des incertitudes des opérations, dans le but de bien identifier au sein du projet quelles sont les tâches qui comportent une notion de verrou et d'incertitude. Et une fois que cela est identifié, il va vous falloir disposer d'un phasage des temps par opération ou par activité qui vous permettent au sein du projet de segmenter et d'isoler les différentes activités. L'objectif final de tout ça, c'est d'être capable d'individualiser les opérations de R&D qui, elles, seront éligibles au crédit d'impôt recherche. En matière d'éligibilité des travaux, il y a 3 critères qui sont utilisés depuis plusieurs années pour déterminer si un projet est éligible ou non. Le premier, c'est que la solution qui est développée doit comporter un élément de nouveauté. Le second, c'est les travaux de développement doivent faire preuve d'un élément de créativité. Et enfin, dans la démarche de R&D, il doit y avoir une action pour lever les verrous technologiques rencontrés. Depuis 2018, il y a 2 nouveaux critères qui s'ajoutent. Le premier, c'est être systématique. C'est le fait que la démarche de R&D fasse l'objet d'une planification et d'une utilisation en amont du projet. Aussi, les résultats des travaux doivent être consignés. Enfin, le deuxième nouveau paramètre, c'est être transférable et reproductible. Ainsi, les résultats des travaux devraient déboucher sur la possibilité de transférer les nouvelles connaissances, à savoir que ces informations puissent être utilisées par d'autres chercheurs et avoir la possibilité de vérifier la reproductibilité des résultats. Et donc, pour le contribuable, il est utile de bien confronter l'éligibilité
des projets vis-à-vis de ces 5 critères et de suivre au plus juste la trame du ministère de la Recherche pour justifier du caractère R&D des travaux déclarés. Maintenant, intéressons-nous sur les prestations de sous-traitance de R&D. Avant cela, je vous propose de redécomposer les activités éligibles au sein d'un projet de R&D. On peut les décomposer en 3 phases. La première phase, c'est l'activité de R&D. C'est les tâches qui visent à lever directement le verrou, à faire des analyses, à développer des hypothèses. La seconde phase, c'est les travaux nécessaires. Ce sont des tâches qui sont connues, maîtrisées, mais qui sont rendues nécessaires pour valider les travaux de R&D. Je prends par exemple l'analyse de sang pour vérifier la toxicologie d'un nouveau médicament. En soi, on suit un protocole de routine, mais l'information qui sera à l'issue de ce prélèvement permettra de valider des hypothèses de recherche. Et enfin, il y a la troisième phase, c'est les travaux connexes. Des activités qui sont dans le cadre du projet, mais qui n'ont pas de lien dans la levée de verrou. Exemple, études marketing ou travail de sourcing. Maintenant, regardons l'éligibilité. Par rapport à ces 3 phases, lorsqu'elles sont menées directement par l'entreprise en interne, seules les dépenses relatives à la R&D et aux activités nécessaires sont éligibles. Si on suit maintenant l'interprétation actuelle du MESRI en 2019, la donne n'est pas identique lorsqu'on externalise ces mêmes prestations. Il faut savoir que lorsqu'on externalise ces activités nécessaires, elles ne sont plus éligibles. En revanche, si on externalise les prestations de R&D, elles peuvent être éligibles. Encore faut-il vérifier quelques éléments contractuels. En effet, il faut vérifier qu'on est bien dans un cadre où il y a une prestation de R&D qui est confiée entre un donneur d'ordre vers un sous-traitant. Et ceci, en fait, exclut des types de prestations comme lorsqu'une entreprise concourt financièrement dans le cadre d'un projet de R&D qui est mené par un consortium ou un organisme public de recherche. Dans ce même guide du ministère de la Recherche, il y a une nouvelle distinction qui est opérée. C'est entre la sous-traitance de capacité qui n'est pas éligible de celle de la sous-traitance de spécialité qui, elle, est éligible. Cette dernière, c'est lorsqu'une entreprise donneuse d'ordre confie une prestation, requiert une compétence externe dont elle n'a pas déjà en interne. Et seulement dans ce cas de figure, le MESRI indique que ce type de sous-traitance serait éligible. Donc, vigilance. Pour le contribuable, pour sécuriser son assiette de crédit d'impôt recherche, il faut donc bien vérifier les éléments de contractualisation et de capitaliser au fur et à mesure tous les éléments liés à cette prestation, qui sont les factures, le contrat et les livrables. Donc, merci Sam. Donc, pardon, pour ces éléments théoriques. Maintenant qu'ils ont été développés et expliqués, on va les appliquer à vos secteurs d'activité. Comme je vous l'ai dit dans la présentation du plan, on va vous proposer 3 segments de recherche. Et le premier, ça va vraiment porter sur la production des extraits végétaux. Donc, notamment, tout ce qui va concerner le développement expérimental en biologie végétale. Autrement dit, on est sur tous les projets qui vont depuis la graine jusqu'à, on pourrait dire, l'extrait purifié. Donc, on va vous mettre un petit peu à contribution sur ce segment-là pour commencer. On a listé ici 3 exemples de catégories de projets que l'on rencontre couramment dans les crédits d'impôt recherche sur lesquels on travaille. Dans un premier temps, la sélection variétale, avec par exemple l'expérimentation en plein champ. Deuxième catégorie de projet, la transformation de la matière première ou l'extraction. Et dernière catégorie de projet, la purification des principes actifs et le développement analytique. Voici sur chacun de ces axes-là un exemple de projet de recherche. Le développement par hybridation de nouvelles variétés et l'étude de leur sensibilité aux pathogènes et ravageurs en fonction des conditions pédoclimatiques. Projet numéro 2, l'étude de l'impact de la lyophilisation sur la qualité et la composition des extraits. Projet numéro 3, adaptation d'élution en HPLC pour la purification d'un nouvel actif appartenant à une famille connue. Donc, au vu des éléments théoriques qu'on vient de vous préciser, on va vous demander votre avis. Et selon vous, ces projets sont-ils éligibles au crédit d'impôt recherche, éligibles au crédit d'impôt innovation ou alors non éligibles? Donc, je laisse Delphine qui va vous proposer un petit sondage.
Merci Gwenaëlle. Alors, selon vous, lequel de ces projets est-il éligible? Vous avez plusieurs propositions. Je vous invite à choisir. Donc là, le projet 1 et le projet 2 seraient éligibles au CIR et le projet 3 non éligible. Le projet ou alors ce même projet serait, la deuxième proposition serait le projet 1 et 3 sont non éligibles et le projet 2 éligible au C2I. Et la troisième proposition, le projet 1 et 2 est éligible au C2I et le projet 3 éligible au CIR. Donc, je regarde à peu près où vous en êtes dans vos réponses. Vous avez 50%, c'est assez partagé pour le moment. Donc, on va voir où ça en est, ça progresse. Je vais laisser encore quelques instants, parce que vous êtes encore en train de répondre. Et puis maintenant, je pense que je vais pouvoir fermer le sondage. Je pense que tout le monde a répondu et vous partagez les résultats. Et là, je laisse Gwenaëlle nous parler des résultats, sachant que pour la première question, on a 31% de personnes qui pensent que c'est la bonne réponse. Sur la deuxième, nous pensons que vous pensez que c'est 8% des gens que c'est la bonne réponse. Et la troisième, 62% pensent que c'est la bonne réponse pour la troisième question. Gwenaëlle, je te laisse donner les résultats et commenter. Oui, alors en introduction, c'est un peu piégeant parce qu'on vous demande de statuer quant à l'éligibilité sur le simple intitulé du projet. Bien évidemment, on est d'accord que ce sont des exemples qui ne font pas objet de valeur absolue et qui manquent probablement des éléments pour être tout à fait précis dans la réponse. Néanmoins, on va pouvoir vous présenter les réponses et c'était la réponse numéro 1 qui a remporté 31% des suffrages. En fait, les deux premiers projets, au vu de l'intitulé, semblent répondre aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt recherche. En effet, on a bien ces notions d'acquisition de connaissances. Les techniques avancées laissent transparaître une démarche expérimentale rigoureuse, probablement systématique et avec un caractère de communication potentielle vers les acteurs du domaine. Le dernier projet, en revanche, semble poser plus de problèmes au niveau de l'éligibilité, puisque effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on met quand même en œuvre une technique largement connue, l'HPLC, qu'en plus, on l'utilise en adaptation de méthodes déjà mises en place et pour caractériser un actif dans une famille connue. Autant d'éléments qui semblent faire penser qu'au niveau acquisition de connaissances, on risque d'être relativement faible pour statuer sur une éligibilité positive. Alors après ces quelques exemples, on va maintenant voir dans ce secteur particulier de la graine jusqu'à l'extrait quels sont les éléments dont nous disposons et qui nous permettent de travailler ces notions d'éligibilité, que ce soit sur les projets ou que ce soit sur les dépenses. Un premier argument qu'on peut utiliser, ou en tout cas une notion à avoir en tête pour statuer quant à l'innovation par rapport à la R&D, c'est la notion d'essai en grandeur qui nous est donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et pour cet organisme, l'essai en grandeur, c'est une expérience pour mettre en évidence des points importants pour l'acquisition de nouvelles connaissances, pour éprouver des constats issus de connaissances tirées d'extraits de petite échelle. Et à quelle dimension ça s'applique? À celle du monde réel, ou celle que l'on peut penser suffisante pour représenter des conditions courantes d'utilisation. Autrement dit, lorsque l'on est dans les dans les projets d'expérimentation en plein champ, on peut assimiler ça à de l'essai en grandeur. Un premier point qui nous permet d'aller plutôt en faveur de l'éligibilité de cette typologie de projet. Maintenant, sur les opérations de R&D ou les dépenses associées. Donc là, c'est plutôt un retour d'expérience que l'on observe, par exemple, sur des pépinières avec lesquelles on a l'occasion de travailler. Et c'est une problématique qu'on peut rencontrer notamment, par exemple, dans la culture de plantes qui ont une croissance sur plusieurs années. On va avoir une démarche expérimentale pluriannuelle pour répondre à une problématique de recherche. Donc, par contre, les verrous rencontrés sur l'année peuvent paraître des fois un petit peu moins forts puisqu'on va faire croître la plante sur plusieurs années. Donc là, il faut bien s'assurer que l'on a bien recontextualisé la démarche expérimentale de l'année dans le cadre de la question pluriannuelle. Et tout ça devant garantir la qualité, la pertinence et la représentativité des datas annuelles.
Si je donne ça sur un exemple, on peut avoir sur une année une attaque de ravageurs ou un événement climatique non prévu. Tout ça, c'est des hypothèses ou des incertitudes qui pèsent sur le projet et qui peuvent avoir un impact sur les résultats finaux. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on doit intégrer à la démarche. Autre élément de précision sur les dépenses éligibles, c'est sur les saisonniers. Là, c'est une jurisprudence qui est intéressante et qui est sortie en fin d'année dernière et qui vient valider la valorisation des saisonniers dans le cadre du CIR. Généralement, lorsqu'il y avait un contrôle, le profil de saisonnier faisait souvent l'objet de retocage. Pourquoi? Parce que souvent, leur qualification, leur niveau de diplôme ou bien leur ancienneté ne suffisait pas pour l'administration pour indiquer que ce soit des techniciens de recherche. Cette jurisprudence est intéressante parce qu'elle valide leur éligibilité du moment qu'on arrive à démontrer que leurs tâches sont réalisées en étroite collaboration avec les chercheurs. Maintenant, concernant la jurisprudence, concernant la sous-traitance, il y a le cas donc des expérimentations en plein champ. Et là, c'est une jurisprudence qui date de 2017. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le cas d'une société de mise d'ordre qui confie à un sous-traitant une expérimentation, par exemple, d'un herbicide. Les dépenses exposées sont valorisables uniquement dans l'assiette de CIR de la société donneuse d'ordre et non pas au niveau du sous-traitant. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde au niveau du prestataire, cette prestation, c'est une prestation de routine suivant un protocole bien maîtrisé. En revanche, lorsqu'on s'intéresse au niveau de la société donneuse d'ordre, il s'agit d'une prestation qui est nécessaire à la levée du verrou technologique. Et donc, du coup, on peut voir que cette jurisprudence permet de flécher vers qui la prestation pourrait être valorisée dans l'assiette de crédit d'impôt recherche. Donc, si l'on conclut sur ce segment-là, ce qu'il est important donc de vérifier pour statuer quant à l'éligibilité des projets, c'est de bien vérifier notamment quelles sont les connaissances acquises dans le cadre du projet. Ensuite, est-ce que dans les travaux réalisés de l'année, on a la présence d'un verrou technique et scientifique sur l'année considérée? Et est-ce que tout ça est mis en perspective dans une démarche expérimentale globale qui est bien explicitée et lisible pour un vérificateur ou un expert du ministère? Et enfin, quelles sont les tâches qui sont réalisées et quel est le personnel en charge de ces différentes tâches? Concernant la sous-traitance, ce qu'il est important d'avoir en tête, via la jurisprudence que Sam Nang vient de vous présenter, c'est que la valorisation dans le CIR des expérimentations terrain ne pourra être faite que si, et seulement si, on a une implication dans une démarche de recherche interne. Nous allons passer maintenant au deuxième segment, dans la logique de ce qu'on vient de voir précédemment. Et donc là, plutôt parler de tout ce qui concerne la mise en œuvre des extraits. Que ce soit en agroalimentaire, en cosmétique ou en santé, les constats vont être les mêmes. Donc là, depuis l'extrait jusqu'au produit naturel, on a pareil segmenté en 3 catégories d'activités qui vont être la mise en formulation des extraits, les études de perception, organoleptiques, par sondage, panel, etc. Et tout ce qui relève du process, par exemple la transposition industrielle ou le développement analytique. Donc comme tout à l'heure, on va vous mettre à contribution. Voici 3 exemples de projets. Projet numéro 1, la reformulation d'un produit existant sur le marché pour lui apporter plus de naturalité avec du purine. Projet numéro 2, la recherche de facteurs influençant le comportement alimentaire des enfants d'une certaine tranche, par exemple dans le cas de la consommation de pommes. Et projet numéro 3, la transposition d'une formule de nutraceutique du process laboratoire à l'échelle pilote. Donc, comme tout à l'heure, au vu des éléments qu'on a déjà avancés, est-ce que selon vous, ces projets répondent aux critères d'éligibilité du CIR, du C2I ou sont non éligibles? Merci Gwenaëlle. Alors, première proposition, le projet 1, 2 et 3 sont éligibles au CIR. Deuxième proposition, le projet 1 est éligible au C2I, le projet 2 éligible au CIR et le projet 3 est non éligible. Et la dernière proposition, le projet 1 et 3 est non éligible et le projet 2 éligible au C2I. Donc, je vous laisse le temps de remplir ce questionnaire. Je vois que vous êtes nombreux à participer. Donc là, nous avons à peu près 36% des gens, 40%, 48% des gens qui ont voté. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour pouvoir affiner ou terminer de voter. Et je pense que nous allons pouvoir
clôturer ce sondage et vous partager les résultats. Je vous partage les résultats et je laisse Gwenaëlle nous les commenter. Effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est extrêmement partagé, avec 33% de réponses positives pour chacun des 3 cas. Alors, attention, le suspense est à son comble. La bonne réponse était la réponse numéro 2. Alors, à nouveau, on statue que sur un intitulé de projet, hein, donc c'est pas toujours évident et ça nécessite probablement plus d'informations. Pour autant, ce qu'on peut se dire d'après les intitulés, c'est que le premier projet répond plutôt aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt innovation. On va proposer un nouveau produit sur le marché. Pour autant, de là à garantir qu'on est vraiment dans l'acquisition de nouvelles connaissances, rien n'est moins sûr au vu de l'intitulé du projet. Le deuxième projet, lui, ne pose a priori pas trop de soucis au vu de l'intitulé. Bien qu'on soit dans le domaine probablement des sciences humaines et sociales, pas de soucis, on a bien une démarche, probablement une acquisition de connaissances. Projet numéro 3, lui, est un petit peu plus problématique puisque toutes les étapes de transposition, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou du domaine pharmaceutique, posent vraiment des questions en cas de contrôle, notamment parce qu'à ce stade du projet, où on est très très proche de la conclusion du projet, on est loin par rapport à l'acquisition de connaissances et les travaux relèvent principalement du développement classique au vu des contrôles fiscaux qu'on gère à l'heure actuelle. Alors, comme tout à l'heure, on va vous partager maintenant quelques éléments qui vont vous permettre d'affiner vos réflexions sur l'éligibilité. Donc, une des précisions entre l'innovation, la distinction entre innovation et R&D, c'est une distinction entre le développement de produit et le développement expérimental. Autant le premier développement de produit, cela cible l'ensemble du cycle de développement d'un nouveau produit commercialisable, autant le développement expérimental s'intéresse au développement de la connaissance nécessaire au développement du produit, ce qui correspond souvent à une sous-partie du développement de produit. C'est une sous-catégorie plus restreinte. La deuxième partie, pour les opérations de R&D. Là, on peut voir que le guide vient confirmer que les phases connexes ne sont pas éligibles, telles que les études de faisabilité. Pourquoi? Parce que ces phases ne nécessitent pas la levée de verrous technologiques. Pour les dépenses, ça, effectivement, c'est sur la base de nos retours d'expérience. Bien que souvent de profil scientifique et que leur rôle soit indispensable au développement d'un produit, les personnels de la réglementation ou du contrôle de qualité sont rejetés la plupart du temps lors des contrôles, car souvent, ils n'interviennent pas directement à la levée du verrou. Sur la partie sous-traitance, ce type d'activité, les travaux réalisés dans ce segment impliquent généralement beaucoup d'activités nécessaires. Donc, il s'agit de bien différencier ce qui peut être éligible de ce qui ne l'est pas. Et notamment, ce qu'on observe, c'est que toutes les factures, toutes les prestations qui sont réalisées par des prestataires pour plutôt faire du constat quant aux produits que vous développez, ne seront pas éligibles puisque correspondent vraiment au statut de l'activité nécessaire tel que défini. On entend par là tout ce qui va être le dosage d'actifs, les études de vieillissement, les challenge tests, que ce soit des analyses microbiologiques ou physico-chimiques. Là, on est vraiment dans de la qualification de votre produit sans forcément qu'il y ait la levée d'un verrou ou un apport de connaissances significatif. Pour autant, il ne faut pas forcément être trop systématique dans son analyse puisqu'on a d'autres exemples qui vont être probablement réalisés avec les mêmes moyens et les mêmes prestataires, mais qui, eux, apportent une vraie caractérisation du produit avec une hypothèse scientifique qui est étudiée par le prestataire. Par exemple, l'analyse de l'impact de la variété de pommes et du taux de pectine sur le vieillissement du produit. Là, il peut y avoir une hypothèse scientifique avec une acquisition de connaissances sur ce type de prestation. Donc, en conclusion, ce qui sera à checker pour vous en tant que contribuable, c'est de bien vérifier si vous avez votre fameux verrou scientifique, mais surtout dans ce cadre-là, de bien vérifier que le verrou ne peut pas être levé par l'homme de l'état de l'art au vu de son savoir-faire, pour bien avoir cette notion d'acquisition de connaissances. Ensuite, comme précédemment, bien rattacher les opérations au verrou. Et enfin, dans le cadre de la sous-traitance, être en capacité de démontrer qu'il y a une hypothèse scientifique qui est étudiée dans le cadre de la prestation et qu'on n'est pas juste finalement dans l'acquisition d'une caractéristique de votre produit.
Dernier segment qu'on étudiera de la même logique que les segments précédents, c'est tout ce qui est relatif à l'étude des effets santé des extraits que vous avez mis en œuvre. Donc là, on va parler d'études précliniques, que ce soit des études in vivo ou in vitro, d'études cliniques de phase 1, 2 à 3, c'est-à-dire tout ce qui correspond à avant l'utilisation de mise sur le marché, et les études non expérimentales, observationnelles, que ce soit descriptives, étiologiques ou de prévalence. Voici 3 exemples de projets. Projet numéro 1, étude de l'effet d'un extrait de curcuma sur un modèle de dermatite. Projet numéro 2, étude clinique de l'effet des oméga 3 dans la margarine en prévention de l'apparition de cholestérol. Et projet numéro 3, pharmacovigilance et étude des effets indésirables du paracétamol chez des patients âgés. Oups, je vous ai donné la réponse. Alors, petit sondage pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire les réponses. À votre avis, ces projets sont-ils éligibles au crédit d'impôt recherche, innovation ou non éligibles? Pour le coup, il y aura beaucoup moins de suspense. La première proposition, P1 et P2 éligibles au CIR et le projet P3 non éligible. La deuxième proposition, P1 et P2 éligibles au CIR et P3 non éligibles. P1 et la troisième proposition, P1, P2, P3 éligibles au C2I. Il semble que vous ayez tous des préférences fortes sur ce sondage. Je vous laisse le soin de terminer de remplir ce sondage. Nous allons bientôt partager les résultats tous ensemble. Encore quelques instants. Et je pense que nous pouvons stopper ce sondage et partager les résultats qui, à mon avis, seront visiblement très, très importants. Gwenaëlle, je te laisse commenter les résultats. Oui, alors effectivement, 63% de réponses positives pour le premier cas, donc c'est-à-dire les 2 premiers projets éligibles au CIR et le projet 3 non éligible. Et effectivement, c'est bien ce qu'on pourrait penser par rapport aux intitulés. Les 2 premiers projets, on a bien ces notions d'acquisition de connaissances, on est quasiment dans la recherche fondamentale pour certains projets. Donc voilà, à creuser, mais en première approche, plutôt un avis positif. Le dernier projet, par contre, est beaucoup plus problématique, notamment du fait de ces notions de pharmacovigilance, où on va plutôt être dans de l'observation, mais on ne va pas forcément tirer de théorie ou d'interprétation des résultats. On est plutôt factuel et à visée réglementaire. Donc là, attention sur ces notions d'éligibilité-là. Comme précédemment, quelques éléments pour affiner et vous aider dans vos réflexions. Donc, le premier élément pour le domaine de la santé, c'est la doctrine administrative qui indique que lorsqu'on analyse l'éligibilité des phases, cette analyse est simplifiée par convention. Et donc, les phases 1, 2 et 3 sont considérées comme éligibles. En revanche, la phase 4 est non éligible, sauf si on parvient à démontrer qu'il y a une obtention d'un progrès scientifique. Concernant les opérations de R&D, qui dit phase éligible ne signifie pas systématiquement dépenses éligibles. En effet, le guide du ministère de la Recherche vient préciser que pour les phases éligibles, seules les dépenses d'investigation sont à retenir, contrairement aux frais liés à l'administratif ou au réglementaire. À cette occasion, il a été rappelé que les attachés de recherche clinique, bien que de profil technique scientifique, peuvent avoir une activité mixte. Ainsi, seules leurs activités d'investigation doivent être retenues dans la base du crédit d'impôt recherche. Sur les notions de sous-traitance, comme pour les autres cas, faire bien attention à ce qui peut relever des activités nécessaires. Et là, on peut avoir des avis qui sont relativement, alors pas surprenants, on ne peut pas le dire comme ça, mais qui posent question. Et par exemple, nous, dans le cadre d'un contrôle fiscal, on a eu comme rejet d'opération des analyses pour étudier les effets d'une molécule sur l'innocuité, l'étude de l'absorption ou la non-toxicité. Donc, attention à bien analyser les intitulés de vos factures. C'est un peu plus facile à statuer quant au suivi réglementaire, par exemple, de vos cliniques, qui sont tout à fait réalisables par des organismes agréés. Pour autant, on n'est clairement pas dans une hypothèse technique et scientifique, mais vraiment dans de la collecte de données à visée réglementaire. Avant de conclure sur ce segment-là, on veut juste attirer votre attention sur une analogie qui est faisable avec tout ce qui va être l'homologation des produits phytosanitaires ou de biocontrôle.
En effet, comme dans le cas de la recherche clinique, on a toute une recherche amont qui va viser à étudier la performance, l'effet de votre produit de biocontrôle ou de phytosanitaire. Et voilà, apporter là, on est dans de l'acquisition de connaissances. De la même façon qu'on va devoir déposer une autorisation sur le marché et travailler sur la partie administrative des lots cliniques, on va avoir le dossier d'homologation au niveau des produits phytosanitaires. Et là, on va rentrer dans du réglementaire et des tâches administratives. Donc, le tableau qui vous a été présenté en petit, mais qui est disponible sur le guide du ministère, peut être une première approche pour commencer à distinguer quels vont être les travaux éligibles de ceux qui ne le sont pas. Dans tous les cas, le volet administratif est clairement à exclure de vos dépenses éligibles. Donc, si on doit conclure sur ce segment-là, il va falloir checker en tant que contribuable. D'une part, sur le cas de la partie clinique, c'est de checker toutes les informations liées à l'identification de l'étude, son titre officiel, son numéro de référence, quels sont les sponsors de l'étude, autant d'éléments qui vont vous permettre de statuer si vous êtes en phase 1, 2 et 3, par exemple, et quelque part aider au statut R&D de votre projet. Ensuite, bien faire attention à documenter chacune des phases valorisées. Alors, le tableau qu'on vous a juste illustré au niveau qui est disponible sur le guide du ministère est un tableau qui est très théorique. Alors, on nous dit bien qu'il peut être appliqué à d'autres domaines, agroalimentaires ou autres. Attention, il n'est pas forcément adapté à votre cas d'espèce à vous. Donc, n'hésitez pas à retravailler ce tableau-là pour qu'il ait du sens, qu'il soit en accord avec le ministère, bien évidemment, mais qu'il ait du sens par rapport à vos activités. Et enfin, bien faire attention à individualiser les coûts des différentes tâches que vous allez externaliser. On arrive à la fin de nos 3 segments. Et finalement, quelles sont les leçons à tirer des différents cas que l'on vous a exposés? Tout d'abord, sur l'éligibilité des projets. Quel que soit le segment, on a bien vu que toutes les étapes n'étaient pas systématiquement éligibles et qu'il fallait faire une attention, qu'il fallait porter une attention importante aux verrous rencontrés sur l'année. La leçon à en tirer, c'est que l'éligibilité doit être considérée à l'échelle des étapes du projet, même pour des projets avec des forts indicateurs de recherche. Donc, pour vous, en tant que contribuable, le tout doux sera vraiment d'avoir un phasage des projets de R&D pour établir l'éligibilité de chacune des phases que vous allez reprendre et de bien repréciser chaque année quelle est l'éligibilité de votre projet. Ce n'est pas parce que votre projet était éligible en N-1 et que globalement, la portée scientifique est réelle que les travaux de l'année seront forcément éligibles. Deuxième point, l'éligibilité des personnes. On a vu qu'il y avait des cas particuliers, par exemple les saisonniers, et des fonctions qui n'étaient pas systématiquement éligibles, les attachés de recherche clinique ou tout ce qui relève des fonctions du contrôle qualité ou réglementaire. Donc attention, l'éligibilité doit bien être considérée au regard des tâches réalisées. Ce n'est pas parce que votre responsable qualité qui est Bac+5 ingénieur participe au projet que l'ensemble de son temps sur le projet sera éligible. Donc, bien aligner les dépenses selon les étapes du projet. Et dernier point, sur la partie prestation, on a introduit beaucoup de notions aujourd'hui. La notion d'activité nécessaire, que vous connaissez probablement, de donneur d'ordre, la notion de confier à, de nettement individualiser. Autant de notions qui ne sont pas forcément toujours très simples à manipuler et qui pour autant sont critiques parce que c'est un gros point d'attention dans les contrôles fiscaux qu'on traite. Donc, l'éligibilité devra être considérée systématiquement au regard de la prestation de R&D contractualisée et réalisé par le prestataire. Pour bien valoriser votre assiette des dépenses, donc veillez à bien collecter toutes les pièces qui sont relatives à la prestation, depuis le contrat jusqu'au livrable technique, chacune des pièces devant attester du caractère R&D de l'opération que vous avez externalisée. On arrive à la fin de ce webinaire. On espère que les propos qu'on a avancés vous ont intéressé et on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vois que certaines questions sont en train d'arriver. Peut-être, Gwenaëlle, tu peux faire la première question? Oui. Alors, alors, je vais la lire. La question, est-ce que les dépenses d'un projet collaboratif peuvent entrer dans l'assiette de dépenses éligibles au CIR? Effectivement, tout ce qui est projet collaboratif peut tout à fait avoir aussi une projet
enfin être éligible dans l'assiette des dépenses, pardon. Pour autant, dans le cadre d'un projet collaboratif, il peut y avoir des subventions de recherche. Donc attention à bien déduire ces subventions de votre assiette des dépenses. Il ne s'agit pas que vous ayez une double aide, à savoir une aide directe par des subventions et une aide indirecte par le crédit d'impôt recherche. Alors, j'ai juste une question qui est intéressante, c'est pourrez-vous repréciser les dépenses dans un projet collaboratif? Oui, alors là, c'est dans le cadre, on va s'intéresser surtout au fait de savoir quel est l'organisme qui mène les projets, qui est à l'initiative du projet. Et après, on va s'intéresser aux dépenses. Le cas des collaborations, c'est lorsqu'il y a une entreprise qui souhaite intervenir financièrement, donc verse un montant, par exemple 100 000 euros, auprès d'un consortium ou un laboratoire de recherche qui, lui, avait l'initiative de réaliser un projet de R&D. Dans ce cas de figure, le montant versé par l'entreprise vers le laboratoire public ne pourra pas être repris dans le cadre du calcul du crédit d'impôt recherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une notion de prestation confiée entre un donneur d'ordre vers un sous-traitant. C'est plutôt le souhait de participer financièrement qui leur permettront à la suite de bénéficier des résultats, mais ils n'étaient pas à l'initiative du lancement du projet. Et c'est ça, cet aspect qu'on peut retrouver dans les éléments contractuels. C'est là où il faut être vigilant. Alors, on a une autre question. Faut-il que le prestataire soit agréé CIR pour que la prestation qu'on lui a confiée soit éligible? Alors, on a deux cas de figure. Tout d'abord, les prestataires qui relèvent du domaine public. Donc, on entend par là les grands organismes de recherche type l'INSERM ou l'INRA, par exemple, mais également un certain nombre d'instituts qui vont délivrer des diplômes Bac+5, type école d'ingénieur. Donc, ces structures publiques sont agréées d'office et n'ont pas besoin d'un agrément spécifique. Par contre, il y a toutes les entreprises privées avec lesquelles vous pouvez travailler. Et là, effectivement, pour que les factures soient éligibles, il faut que ces entités-là disposent d'un agrément qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, on a une autre question. Le découpage en opérations qui consiste à lever un verrou technologique semble prendre un temps excessif, puisqu'il faudra non seulement rédiger des documents pour une petite dizaine de projets, mais ensuite plusieurs dizaines d'opérations par projet. Est-il possible de détailler un projet dans le dossier scientifique, puis juste diviser le temps et les dépenses par opération, sans forcément décrire leur contenu? Ça, c'est une question qui peut aussi avoir des réponses qui varient en fonction du temps consacré à ce projet. Si on parle de quelques heures, je pense que oui, effectivement, on peut procéder de la sorte. En revanche, lorsqu'on est sur des masses d'heures plus importantes, il est normal que l'administration fiscale ou l'expert souhaite avoir un peu plus de détails derrière ces heures et donc ces montants. Et donc, il faudra pouvoir décrire le plus précisément possible le verrou associé à ces volumes d'heures. En cela, le tableau qui est proposé par le guide du ministère, alors même si effectivement il doit être adapté, hein, nous dans les cas pratiques qu'on a, on a peu de cas où finalement ce tableau-là, on peut l'utiliser en l'état parce que ça correspond pas bien à vos activités. Mais finalement, de travailler sur des projets types que vous pouvez avoir et d'essayer de structurer finalement le temps passé classiquement sur chacune des activités, c'est un premier élément qui va vous servir à la fois de pointage des temps et derrière qui va vous permettre d'identifier plus facilement quels sont les buts. C'est un outil qui doit être adapté, mais qui a aussi du sens quant à la structure de votre dispositif. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là en termes de questions. S'il y a des questions qui n'ont pas été, auxquelles nous n'avons pas répondu, nous vous enverrons par mail la réponse aujourd'hui. Je remercie Gwenaël et Samang pour leurs interventions, ainsi que Annabelle. Et nous espérons avoir rempli et répondu à l'ensemble de vos questions. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information additionnelle. Vous avez les coordonnées de Sam, de Richard Gaufre et de Gwenaël qui s'affichent. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.